Mesdames et messieurs, nous reprenons pour cette première table ronde en séance plénière dont le thème est « Justice, retour vers le futur ». Avant d'évoquer le sujet, retour vers des choses plus prosaïques, j'ai plusieurs choses à vous dire. On s'arrêtera vers 1h moins 5 pour rattraper le retard que nous avons pris et nous acheminer vers les agapes qui nous attendent. Gardez bien autour du cou votre badge, je crois qu'il est nécessaire pour être nourri. Et notamment ce soir et demain soir, vous avez des codes barres et des trucs à montrer pour pouvoir participer à ces agapes. La deuxième chose, c'est que ceux et celles qui viennent ici au titre de la formation sont priés de scanner un QR code, non pas pour des raisons sanitaires, mais pour des raisons de formation continue. Et ce QR code vous est présenté à l'entrée ou à la sortie de cette salle. Vous êtes plusieurs à me demander des nouvelles de mon chien, Obi-Wan. Il va bien, mais ma mère étant très âgée, elle m'a, par anticipation si j'ose dire, fait hériter de son épagnol tibétain, ce qui fait que maintenant j'ai 2 chiens et je ne peux pas faire de favoritisme entre la femelle et le mâle, surtout par les temps qui courent. Et donc je les ai laissés ensemble à la maison sous la garde de ma fille aînée, Raphaël. Vous savez tout. Mais Antoine Magyar est venu avec Gégé, qui est un petit chien blanc adorable. Et donc j'ai posté sur LinkedIn une photo d'Antoine Magyar qui m'a fait le plaisir et l'honneur de devenir vice-président d'honneur de la Ligue canine des travailleurs qui encourage les professions de justice et les autres à se rendre à leur travail accompagnés du chien, ce qui, en général, encourage la communication, calme les ardeurs agressives que nous pouvons tous ressentir au travail quand nous sommes stressés. Et donc les chiens sur le lieu de travail, je ne dis pas dans les prétoires bien entendu, aux 2 magistrats que vous allez entendre dans un instant, mais sont de vrais thermostats du bonheur et de la joie au travail. J'en ai terminé avec ces choses secondaires et nous allons maintenant nous interroger sur l'avenir de la justice, une table ronde intitulée « Retour vers le futur ». Tout à l'heure, Camille Merlet, dans son excellente symphonie inachevée, nous a dit « Aujourd'hui, on aime les listes ». Eh bien, nous avons demandé à Louis Degaut, avocat bien entendu, de nous donner les tendances de la justice, un peu le cahier de tendance de vos métiers, de la justice, qu'elle se rend aujourd'hui de façon régulière ou parfois sauvage sur les réseaux sociaux. Et Louis Degaut nous fait l'amitié donc de nous énoncer ces 4 tendances telles que lui a pu les repérer. Il est avocat au barreau de Paris, vice-président de l'ACE Paris. Cher Louis, la question qui vous est réservée, que vous allez traiter en 5 minutes ici, puis ensuite vous nous rejoindrez pour le débat. Pourquoi parle-t-on, d'après vous, de retour vers le futur quand on évoque aujourd'hui la justice? Louis Degaut, en piste, la tribune vous appartient. Si vous voulez commenter, je vous y engage, comme vous l'avez fait l'an dernier à Marseille, 07 49 34 53 46. Je répète, 07 49 34 53 46. Il n'y a pas de mauvais messages et l'anonymat vous préserve de prendre toute responsabilité dans ce que vous pourrez raconter. Merci à vous, Louis. Merci beaucoup, David. Et merci, bien sûr, aux organisateurs du colloque pour cette invitation. Alors, effectivement, retour vers le futur. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être revenir à l'époque où, juste avant la présidente Sophie Ferry, qui parlera, j'ai pu présider la commission prospective pendant 6 ans au CNB. Mais c'est surtout un sujet qui fait penser que on peut trouver 4 signaux plus ou moins faibles dans un passé plus ou moins lointain qui sont aujourd'hui 4 tendances lourdes. Alors je vais essayer d'aller assez rapidement pour garder de la place pour le débat. Premier signaux faibles mais quand même importants, on le sait, l'inflation des lois. Je commence par cela parce que on le sait tous et toutes, c'est le doyen Jean Carbonnier. Nous sommes sur ses terres, puisqu'il a été étudiant à la faculté de droit de Bordeaux.
qui a parlé le premier de l'inflation législative, de l'inflation des lois, du juridisme passionnel dans son ouvrage « Droit et passion du droit sous la Ve République ». Alors, cette inflation des lois, nous la connaissons, mais il y en a des conséquences et nous les voyons de plus en plus. Dégradation qualitative de la norme technique, et qui vient au niveau du droit mou en réalité, ce qui fait que, d'ailleurs, parallèlement, le droit mou, lui, prend une certaine importance, et c'est une piste sur laquelle on pourra revenir pour nous, les avocats. Quant au quantitatif, eh bien, l'hyperproduction quantitative fait que, et on en a parlé déjà ce matin, notre président Emmanuel Raskin en a parlé, le nombre de textes obligatoires a augmenté de 50% ces dernières années. En 2021, j'ai repris les chiffres, année exceptionnelle, on a eu un surplus de 60 000 pages supplémentaires publiées dans le JO. Dans nos codes, il y a 90 000, dans tous nos codes, il y a 90 000 articles législatifs, 240 000 articles réglementaires, et chaque année, entre 200 et 300 modifications. Bien sûr, on sait qu'il n'y a pas entre 200 et 300 codes, donc ça fait plusieurs modifications. Puis, comme je le disais, Emmanuel Raskin, dans une interview récente d'ailleurs, relevait qu'en 10 ans, on comptabilise près de 50 réformes de la procédure civile, et je le cite, il dit « Personne n'y comprend plus rien ». Alors, si lui ne comprend plus la procédure civile, vous pensez bien que les autres, c'est pire. Conclusion, première tendance. Instrumentalisation de la loi qui devient petite loi par le politique, dépréciation de la norme, et une idée qui est que le vide législatif devient le vide juridique. Alors que bien sûr, ça n'est pas vrai. La loi ne peut pas tout prévoir, donc le vide législatif est normal, le vide juridique, lui, non, mais il est comblé, ce vide, normalement, par la jurisprudence, le conseil, bref, par le droit qu'il convient de revaloriser. Deuxième tendance, deuxième signal qui existe depuis longtemps et qui n'a fait que s'accroître, le numérique. Ça fait suite à ma première observation. Aucun être humain n'est capable de lire la production normative aujourd'hui d'un État, on le sait depuis longtemps, d'un État membre avec la norme de l'UE. Il y a tellement de pages tous les jours que c'est impossible. Seul un ordinateur le peut, seule une machine le peut. C'est ce qu'on appelle le data mining en bon français ou le data processing. Bref, le codage remplace la codification aujourd'hui. Et on le sait, tout ce qui peut être codé sera codé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à l'ère effectivement de l'automatisation, de la modélisation et des probabilités. Ça veut dire quoi? Et les magistrats le savent. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des algorithmes d'aide à la décision, mais pas que les magistrats. Naturellement aussi, les justiciables le savent et donc les avocats le savent ou devraient le savoir. On en voit notamment un exemple et une manifestation dans l'open data des données judiciaires, les millions de décisions, parce qu'on parle de millions de décisions, on revient dans le passé, retour vers le futur, on revient dans le passé, et avec des algorithmes qui en plus nous viennent de pays de common law, je ne donnerai pas de pays particuliers, mais vous voyez de quoi je veux parler, des pays donc où le système du precedent est très important, eh bien nous remoulinons ces jurisprudences qui viennent rationaliser les chances de succès et donc rationaliser aussi les risques, parallèlement, modèles de contrat, etc., legal tech, donc des nouveaux services de droit concurrentiel. Il s'en sort une tendance naturellement. Ce pan-juridisme informatisé nous pousse vers, ou pousse en tous les cas les justiciables, vers une consommation du droit. Et nous, professionnels, nous devons peut-être nous adapter, nous devons certainement nous adapter même, et nous demander où est notre valeur ajoutée. Troisième tendance, troisième signal important qu'on voit depuis plusieurs années, mais qui a des impacts très importants aujourd'hui, l'hyperspécialisation juridique. Gilles Commando ne me contredira pas parce qu'on en avait parlé il y a quelques jours au chantier de la collaboration à Paris. Effectivement, jeunes et moins jeunes avocats, mais en tous les cas chez les jeunes, ça se sent particulièrement, une hyperspécialisation dans certains domaines. Et donc,
Mais comme l'a dit le président Gavaudan ce matin, une profession, plusieurs métiers, cette affirmation n'a jamais été aussi vraie. On est moins flexible, on est moins généraliste, il y a des hyper-spécialistes sur des têtes d'épingle de droit, alors que les avocats et les jeunes avocats sont en demande de mobilité professionnelle. Il y a 6 ans, dans la commission prospective, justement, nous avions fait un sondage auprès des élèves avocats. 80% disaient « je ne serai pas avocat toute ma vie, je bougerai ». Eh bien, en face de cette volonté de vouloir bouger, il y a de plus en plus de difficultés à bouger parce qu'on est de plus en plus hyper spécialiste et donc on ne peut pas changer aussi facilement que ça, même de cabinet. Il n'y a que 2-3 équipes en France qui sont dans ma spécialité. Donc, il s'ensuit une certaine frustration de la part des jeunes, de la part des avocats, une certaine aussi insécurité, ce qui pose des questions sur le statut du collaborateur, la protection sociale, quid des retraites, qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas bouger, je ne peux pas me replacer. Sans compter pour les cabinets des problématiques bien en creux de management, de concurrence, avec en plus effectivement une hyperspécialisation qui est un phénomène mondial, donc concurrence mondiale. Quelle tendance on tire de cela? Eh bien, on tire effectivement qu'il y a peut-être un esprit moins artisanal de la profession, plus hyper-professionnalisé, moins artisanal, donc peut-être moins indépendant, peut-être même moins libéral. Alors que cette nouvelle collaboration s'installe dans l'esprit des moins des confrères, l'importance du compagnonnage, mot français pour dire en franglais le mentoring, est aussi une volonté importante. Donc il y a là une contradiction qu'il faut régler. Et en tous les cas, il faut trouver les nouveaux critères et les nouvelles envies de nous-mêmes et de nos confrères. Puis j'en termine avec le 4e point, le 4e signal, la 4e tendance. Là encore, c'est un signal qui existe depuis longtemps, c'est le principe de précaution. Le principe de précaution, prévenir plutôt que guérir, a pris de plus en plus d'importance dans le droit et dans l'exercice du droit. Il s'en est suivi de nouvelles missions, de nouveaux besoins pour les justiciables, pour les entreprises et donc pour les avocats. Regardez le développement de la compliance. Regardez la pratique des mesures de clémence, une espèce de repentance de l'entreprise. Regardez la pratique des lanceurs d'alerte. Regardez la pratique de l'autosurveillance et de l'autopunition dans certaines organisations. Regardez aussi le développement de la justice prédictive. J'en parlais tout à l'heure avec le numérique et les legal tech. Ça fait partie de cette volonté de prévenir plutôt que guérir. Et on parle même aujourd'hui, après la justice prédictive des legal tech, de justice préventive. C'est quasiment le film Minority Report, même si je n'avais pas comme défi de dire Carbonnier et Tom Cruise dans le même discours. Mais en tous les cas, effectivement, justice préventive, on le voit aujourd'hui avec certains politiques qui voudraient, par exemple, bouter le terroriste hors de France avant même qu'il commette l'attentat, condamné avant de juger. Mais c'est déjà le cas aussi dans tout le régime des sanctions. Tout ce qu'il se passe au niveau des sanctions quand le Trésor public, quand M. Trump, quand des agences américaines comme l'OFAC ou le FinCEN émettent certaines imprécations, parce que parfois les personnes qui sont sanctionnées ou mises sur ces listes de sanctions ne sont même pas encore condamnées, c'est surtout ça le problème, eh bien on met au banc certaines personnes qui ne peuvent plus accéder au système bancaire et qui sont donc complètement démonétisées dans tous les sens du terme, condamnation avant jugement. Alors là, effectivement, la tendance est claire, l'avocat est un empêcheur de sanctionner en rond, il est même souvent taxé, et je prends le mot de mon vice-bâtonnier Vincent Gnorret, qui, il y a quelques jours, nous le disait dans le cadre de la CE, l'avocat est même parfois vu comme un vecteur de fraude. Pourquoi? Parce qu'il empêche de sanctionner en rond. Fin du secret professionnel pour le conseil, parce qu'il faut regarder ce que dit l'avocat, on ne sait jamais, alors que c'est là, bien sûr, sa valeur ajoutée.
Les grandes tendances de ce fait, c'est une uniformisation des personnes, des comportements qui sont classés, qui sont informatisés, la déresponsabilisation aussi de l'individu au bénéfice d'un communautarisme plus ou moins artificiel, et en tous les cas, le rejet du droit qui pose in fine la question même de l'état de droit, ce pourquoi, mes chers confrères, mes chères consoeurs, je pense que nous avons du pain sur la planche. Merci beaucoup. Merci. Rejoignez-moi, puisque pas de micro. Mon micro ne marche pas, si, il marche. Merci à Louis Degaut pour ces 4 tendances que vous pourriez nous résumer à l'instant. Il y avait l'inflation législative et réglementaire, oui. Il y avait la codification qui remplace les codes, le codage. Il y avait, troisième, l'hyperspécialisation, et le dernier, c'était une justice à côté de la justice, la préventive. Bon, est-ce que nos intervenants, avant que je m'adresse à eux par rapport au canevas que nous avons codifié dans cette interview, veulent ajouter une tendance ou réagir à ce que vient de dire Louis? Est-ce qu'il a oublié une tendance? Ce qui m'étonnerait, parce qu'il y a quand même l'infaillibilité de Degaut est connue, jusqu'en Corse, mais enfin quand même. Bon, vous n'osez pas? Ah, c'est un éclairage de Sophie Ferry. Oui. Louis, qui est président de la commission prospective, qui a été président de la commission prospective pendant 6 ans, auquel j'ai la lourde charge de succéder, a participé aux États généraux de la prospective et de l'innovation qu'on a organisés à Toulouse avec le Conseil national des barreaux. Et au cours de ces États généraux, on a fait intervenir de nombreuses personnalités, dont monsieur le directeur à commando, qui ont tous, alors les personnalités en question, c'était des magistrats, des avocats, des universitaires, mais aussi des médecins, des informaticiens, des mathématiciens. Et le constat que nous a apporté Louis aujourd'hui, qui résumait les travaux, a été très clairement univoque. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes qui sont intervenues ce jour-là ont tous brossé ces mêmes tendances de façon convergente, spontanée, il n'y avait pas eu de concertation entre eux, et c'est véritablement des fils qui se trouvent tissés à partir d'aujourd'hui, à partir de ce qu'on connaît. L'avenir reste à construire, mais il est véritablement inscrit des tendances lourdes. Donc Louis est infaillible, c'est ce que vous venez de nous dire. Nous sommes infaillibles. Vous êtes infaillible. Merci Sophie Ferry, présidente de commission CNB. Alors, je me tourne vers nos 2 magistrats. Il y a Isabelle Gors et il y a Fabrice Vert. Vous savez que la CE vous est ouverte et nous sommes ravis que vous soyez là. J'énonce les principes posés par les 2 présidents que j'ai pu fréquenter, présidents de la CE dans ma vie, qui m'ont toujours dit « on adore les magistrats, ils seront toujours les bienvenus chez nous ». Alors, merci à vous d'être avec nous. Isabelle Gors, première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, comment améliorer la gestion des juridictions au-delà des moyens? C'est ma première question. Et peut-être aussi une réaction, si vous le souhaitez, à ce qu'a dit Louis par rapport à ces 4 tendances qui vous concernent aussi. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Et puis je vous accueille aussi chaleureusement sur les terres de la Cour d'appel, puisqu'à Arcachon, ce sont les terres de la Cour d'appel. Alors, d'abord, sur ce qui vient d'être dit, moi, j'adhère tout à fait à cette analyse, à ces 4 tendances lourdes qui concernent la profession d'avocat, qui concernent les professions du droit, concerne évidemment aussi les magistrats, l'inflation législative, trop de lois nuit à la loi, le numérique, l'open data, un vrai sujet qui est susceptible d'avoir un impact majeur sur ce qu'est la jurisprudence, notamment des juridictions du fond, grand bouleversement juridique dans notre hiérarchie des normes qui s'annonce. Hyperspécialisation juridique, c'est un vrai sujet. Je l'aborderai très rapidement. Proximité, spécialisation. Pour les juridictions, c'est une question majeure. Et puis le principe de précaution, justice prédictive, préventive. Oui, aussi, bien sûr, on est concerné par cela. J'ajouterais peut-être que dans le droit fil de ce qui s'est dit au cours du Conseil consultatif conjoint,
On s'est éloignés les uns des autres et il faut qu'on arrive à mieux se parler. Donc c'est l'occasion de se dire des choses aujourd'hui. Et je suis donc ravie d'être présente et de vous dire quelques mots à propos des questions qui me sont posées. Alors, au-delà des moyens, oui d'accord, mais enfin, il faut quand même en parler quand même, parce que la question des moyens, c'est pas l'essentiel, enfin, c'est pas l'essentiel des évolutions de notre institution, mais c'est quand même un élément important, puisque c'est un truisme de dire que nos juridictions sont sous-dimensionnées et qu'elles ont besoin d'être renforcées. En février dernier, dans le cadre des États généraux de la justice, à la demande de la chancellerie et sans outil d'évaluation des charges de travail, l'ensemble des chefs de juridiction, donc des cours et des tribunaux judiciaires, a fait un important travail d'évaluation des besoins en emploi de magistrats en France. Pour ce faire, nous sommes partis les uns et les autres des statistiques de la CEPEJ, au terme desquelles on compte en moyenne en Europe 17,66 magistrats du siège pour 100 000 habitants, et 11,25 magistrats du parquet pour 100 000 habitants, contre, par exemple, sur le ressort de la Cour d'appel de Bordeaux, 7,7 magistrats du siège et 2,59 magistrats du parquet. Donc on a un léger écart avec les statistiques européennes. Nous avons également examiné le taux de magistrats du siège et du parquet pour 100 000 habitants dans nos ressorts et réaliser notre propre analyse des charges de travail des magistrats dans les tribunaux comme dans les cours. Nous avons abouti à un besoin de création d'emplois de 4 991 magistrats. 2 865 au siège, vous voyez, c'est très précis, et 2 126 au parquet. Et encore, au moins au siège, avons-nous fait le choix de nous restreindre en amenant nos ratios à la fourchette la plus haute constatée en France, soit 12 magistrats pour 100 000 habitants. Donc je rappelle que c'est 17,66 en Europe, hein. Donc 12, le ratio le plus élevé de magistrats du siège pour 100 000 habitants en France, c'est 12. Donc on est encore très loin des ratios de la CEPEJ, mais nous pensons néanmoins que les ratios de la CEPEJ, mais je parle sous un grand spécialiste de ces questions, les ratios de la CEPEJ doivent quand même être maniés avec précaution parce que nos systèmes judiciaires sont très différents les uns des autres. Et donc, on peut penser qu'en France, un ratio de 12 magistrats du siège pour 100 000 habitants, c'est raisonnable. L'expression de ce besoin s'est faite toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire sans compter sur une évaluation réelle des charges de travail, j'y reviendrai, et surtout sans prendre en considération l'évolution que nous connaissons du métier de magistrat, lequel aujourd'hui est en pleine révolution, avec la montée en puissance progressive de ce qu'on appelle l'équipe autour du magistrat. Notre métier de juge est en train de changer, surtout au siège, parce que les jeunes magistrats nous y invitent, parce que nous avons désormais dans nos juridictions des magistrats à titre temporaire qui ont largement gagné en compétences, beaucoup de magistrats honoraires et surtout des juristes assistants très diplômés qui se préparent ainsi, pour une grande partie d'entre eux, à intégrer la magistrature et constituent une aide précieuse dans le cadre de la prise de décision. Demain, ce seront des avocats honoraires, pourquoi pas des avocats en service extraordinaire, qui viendront également enrichir nos juridictions de leur expérience professionnelle. Un très important travail d'évaluation des charges de travail par fonction est en cours de réalisation depuis 1 an, piloté par la direction des services judiciaires et l'inspection. Cette évaluation était fortement suggérée par la Cour des comptes depuis plusieurs années et très demandée par les organisations professionnelles. Elle devrait aboutir en fin d'année pour les tribunaux judiciaires et courant 2023 pour les cours d'appel. À l'issue de ce travail, nous pourrons avoir une vision beaucoup plus claire de la réalité de nos besoins et de la juste répartition des emplois sur le territoire. Car il ne suffit pas, bien sûr, de créer des emplois, encore faut-il bien les répartir sur le territoire. D'un autre côté, le métier de greffier doit évoluer vers plus d'attributions de nature juridictionnelle ou quasi-juridictionnelle, à l'instar de plusieurs pays européens, et conformément aux préconisations formulées dans de nombreux rapports, dont celui du premier président Delmas-Goyon en 2013. Ce pourrait être à la faveur d'une réforme statutaire des greffiers, puisque celle de 2015 n'a manifestement pas porté ses fruits. C'est ce que préconise Dominique Lottin, première présidente de la Cour d'appel de Rouen et ancienne membre du Conseil constitutionnel, dans un rapport sur l'équipe autour du juge qui a été récemment remis au garde des Sceaux.
Elle propose, par exemple, que soit transférée au greffier la taxation des frais de justice, les décisions portant sur les rectifications d'erreurs matérielles non contestées, le traitement des injonctions de payer présentées par les créanciers institutionnels, l'établissement de certificats de nationalité, la vérification des comptes de tutelle pour les personnes vulnérables disposant de revenus modestes et n'ayant pas de patrimoine, des pouvoirs nouveaux en matière de mise en état, injonction et radiation pour non-respect des délais de procédure, par exemple. Bref, on voit se profiler une diversification des métiers au sein des juridictions qui va exiger un management plus tourné sur l'animation du collectif, le travail en équipe, la supervision par les magistrats de travaux réalisés par d'autres sous leur autorité. Pour les magistrats du siège, c'est une révolution complète. Mais vous savez que les médecins, on a suggéré aussi qu'il y ait un échelon intermédiaire entre l'infirmière et le médecin, avec des super infirmiers, super infirmières, qui seraient dotés de nouvelles attributions. Et évidemment, ça bouscule les conservatismes, la façon d'organiser ces ordres qui datent du Moyen-Âge, etc., etc. Je caricature un peu, mais enfin, on est dans le bowling et la chasse au mandarinat et aux vieilles habitudes. Oui, les pharmaciens vaccinent aujourd'hui. Voilà. Ce qui est interrogé à travers ces évolutions, ce sont évidemment la place et le rôle du juge et le développement des modes alternatifs de règlement des différends, dont Fabrice Vert vous parlera dans un instant, n'est pas non plus sans conséquence sur cette évolution du métier de juge. Nous savons, au travers de plusieurs enquêtes et travaux de recherche menés en 2021, que l'attente des justiciables à l'égard de la justice demeure très forte et que ce que dénoncent nos concitoyens le plus aujourd'hui, c'est non seulement la lenteur de la justice, mais également, en quelque sorte, sa bureaucratie. Dans le contexte de sous-effectif que j'ai décrit, la recherche de performance, à laquelle nous avons d'ailleurs nous-mêmes fini par adhérer, nous a conduit à nous éloigner toujours plus des justiciables comme des avocats. On se voit moins, on se parle moins, on s'est noyé dans la procédure, et nous n'avons quasiment pas réduit nos stocks, qui n'ont fait qu'augmenter depuis 15 ans, alors qu'en matière civile, notamment, les affaires nouvelles baissaient. Il faut saluer la politique conduite par l'actuel garde des Sceaux, et je le dis sans emphase, qui, grâce au renfort de personnel de greffe mis à disposition des tribunaux judiciaires, ce qu'il a appelé les sucres rapides, a enfin permis à la courbe de s'inverser. Donc dans les tribunaux judiciaires, les stocks baissent incontestablement, surtout en matière civile. Il reste les cours d'appel qui continuent, comme celle de Bordeaux, à faire du stock. Donc on a un petit problème de tuyauterie. Le renfort en moyens humains et donc immobilier de fonctionnement, une évolution des métiers autour de la fonction de juger, une meilleure analyse des moments au cours du procès où il faut se parler plutôt que de tout attendre de l'audience de plaidoirie, une harmonisation de la forme des décisions de justice, je trouve qu'il faut en parler, ce qu'on appelle la structuration des écritures, et sans doute de la présentation des écritures des avocats, sur le modèle très inspirant des juridictions administratives, le développement de la conciliation et de la médiation. Telles sont, je pense, les principales voies d'amélioration de notre système, et je pense que c'est à notre portée. Ce que nous attendons, j'en terminerai également de ce retour vers le futur, c'est une réforme du pilotage et de la gouvernance des juridictions pour aller vers une plus grande déconcentration de la gestion des cours et tribunaux. Alors ça paraît iconoclaste, mais c'est extrêmement important. Notre système est beaucoup trop centralisé et loin du terrain. Dans un contexte où la question de la proximité des services publics avec les administrés est devenue centrale, la justice doit parvenir à conjuguer proximité et spécialisation. Pour cela, il faut compter sur une capacité d'analyse et d'arbitrage plus près du terrain et des spécificités des ressorts. C'est ce que les premiers présidents de cour d'appel, alors je précise que je préside actuellement la conférence des premiers présidents de cour d'appel, donc je m'exprime en quelque sorte également en leur nom. Donc les premiers présidents de cour d'appel appellent de leur vœu cette réforme, cette déconcentration, au travers d'un renforcement du réseau des cours responsables de la gestion des crédits, ce qu'on appelle les RBOP. Il y en a 10 actuellement et 6 qui ne sont plus des RBOP d'ailleurs, qui sont des unités de gestion, mais en métropole, on souhaite qu'il y ait 12 cours BOP et que ces BOP aient une capacité de gestion et d'arbitrage au sein de leur périmètre géographique. BOP, donc, BOP, ça veut dire quoi? Budget opérationnel de programme. Alors c'est très technique. Grosso modo, vous avez le RPROG, c'est le ministère qui décide des politiques,
Et puis vous avez le RBOP qui décide de la gestion des crédits à peu près globalisés. Puis après, vous avez des unités opérationnelles qui sont beaucoup plus dans l'action, si vous voulez. Donc tout le monde se met à la BOP culture. Oui, c'est ça. C'est l'objectif. Je pense que ça va beaucoup plaire, oui. Donc, ce qu'on souhaite, donc, c'est un renforcement de ce niveau des cours. Par exemple, la Cour d'appel de Bordeaux et RBOP pour 4 cours d'appel. Bordeaux, Poitiers, Limoges et Pau. Et dans ce cadre-là, nous avons des discussions globales, enfin des discussions de stratégie, je dirais, globales, sur le budget qui nous est alloué, qui est à la fois dédié à chacune des cours d'appel, Pau, Limoges, Poitiers, et en même temps au niveau du BOP, qui harmonise et prend un certain nombre de décisions en concertation avec les responsables des cours qui sont infra-BOP. Ça a l'air très technique, mais c'est central. Absolument. Ça vous implique dans la gestion budgétaire, Absolument. ce qui n'existait pas avant. Moins. C'est un peu de la déconcentration. Et donc, on vous demande de prendre un peu votre destin en main avec les moyens Oui. Que vous ne maîtrisez pas complètement, mais un peu quand même. Ce qu'on revendique, c'est que le niveau d'appréciation des besoins parte du terrain et remonte vers le niveau central, au lieu du système actuel qui part du niveau central et qui descend vers le terrain avec un fléchage des budgets, avec je dirais des contraintes qui sont imposées aux chefs de cours et qui limitent leur marge de manœuvre. Et ce que nous réclamons, c'est d'avoir plus de marge de manœuvre, d'être un peu comme beaucoup de chefs de services déconcentrés des administrations en France, d'avoir une capacité d'arbitrage et de décision à notre niveau, avec une comitologie qui doit être organisée avec les chefs de cours qui sont infra-BOP. Alors ça paraît effectivement ultra technique, ultra techno même, mais ça ne l'est pas du tout parce que les enjeux derrière sont très importants. Tout ça, nous le souhaitons sans que la carte judiciaire soit modifiée. On ne souhaite pas rentrer dans un nouveau débat sur le nombre de cours, le nombre de tribunaux, le périmètre géographique des cours, etc., parce qu'on sait qu'on va s'y perdre. D'abord parce qu'on ne va pas être d'accord. Il y aura des grèves, etc. Voilà, c'est un vrai risque. On n'a pas le temps de ça et les enjeux ne sont pas là. Aujourd'hui, ce n'est pas un enjeu de carte, c'est un enjeu de pilotage, en fait, de gouvernance. On a des sujets majeurs à traiter. Le ministre annonce des milliers de créations d'emplois. Ça va avoir un impact sur l'immobilier absolument considérable. Je réclame la capacité à décider, de savoir où sont mes besoins en emploi, où sont les priorités en matière immobilière, et je réclame aussi la possibilité de dire où sont les priorités en termes de calendrier du développement du numérique et des différents logiciels métiers qui sont déployés actuellement sur décision de l'administration centrale qui choisit les sites où ils vont déployer, par exemple, la procédure pénale numérique. Moi, je n'ai pas mon mot à dire pour dire si je souhaite que ce soit déployé ici ou là. On me dit c'est là ou là. Or, j'estime que je suis en capacité de dire où sont les priorités de ma cour. Pardon de vous interrompre, mais à chaque fois qu'on ouvre une boîte, il y a un débat passionnant derrière. Est-ce que les syndicats de magistrats, je les prends dans leur ensemble, vous soutiennent dans cette prise de pouvoir organisationnel et budgétaire? Parce que, méfiez-vous, à la fin, on va vous demander de facturer d'autres services du ministère de la Justice. Ça commence par des budgets autonomes et puis ça finit par des factures. Alors, c'est les deux, de toute façon, mais les syndicats prendront position. Moi, je ne parle pas en leur nom. Ils seront évidemment partagés, je pense, notamment pour tout ce qui concerne la déconcentration de la gestion des ressources humaines. Les syndicats ont plutôt intérêt à discuter directement avec le ministère sur la GRH. Bon. C'est comme l'éducation nationale. Un peu. Voilà. Il y a un peu de ça. Ah ben ouais. Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais enfin... D'ailleurs, je vais pouvoir m'arrêter sur ce point. On peut ensuite parler de ce qu'il en est de la deuxième question, sur les professions du droit. Comment on peut avancer sur le sujet? D'abord, il faut essayer d'avancer dans le même sens. Ce serait préférable. Donc, il faut se parler. Et puis, moi, je crois que là aussi, il faut qu'on discute d'un certain nombre de sujets sur lesquels on n'est peut-être pas totalement d'accord aujourd'hui, mais sur lesquels il va falloir converger. Je l'ai évoqué, structuration et présentation des écritures, c'est absolument majeur. Je pense que c'est vraiment un sujet majeur et ce n'est pas une régression pour la profession d'avocat. Je pense que ce sera un vrai progrès pour la construction du dialogue que nous devons rénover dans nos juridictions.
une réforme de la procédure civile. Bon, elle est très demandée. Je pense qu'il n'y aura pas d'obstacle du côté du ministre et du ministère, parce qu'il a déjà plus ou moins annoncé cette réforme de la procédure Magendie, une simplification de la procédure civile. Je pense qu'on en a effectivement besoin. Et puis, nous soutenons, nous, chefs de cour, qu'il faut développer la procédure participative. Nous estimons que la mise en état, aujourd'hui, est un facteur de ralentissement du traitement des procédures. On crée du procès dans cette période-là de mise en état des dossiers. Il faut en sortir. C'est très exigeant à l'égard de la profession d'avocat pour tout ce qui concerne la procédure écrite. Mais nous soutenons qu'il faut que les avocats reprennent en main la conduite du procès, en quelque sorte, mais que ça nécessite de discuter d'un certain nombre de principes, dont le principe de la loyauté des débats. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je vous propose de m'arrêter là. C'était très clair. Merci Isabelle Goff. Alors, je commence à recevoir des messages, je vous rappelle le numéro, mais vous pouvez intervenir dans la discussion à tout moment, 07 49 34 53 46. Donc, tout à fait d'accord pour le dialogue en amont des plaidoiries. Cela invite à s'interroger sur la gestion du nouveau tribunal judiciaire de Paris qui, par ses badges, institue un obstacle physique à cette circulation des échanges entre avocats et magistrats, pourtant si nécessaire. C'est vrai que Covid plus badge de sécurité égale éloignement et à mon avis, c'est pas fini. Ils trouveront d'autres moyens de séparer les gens, mais c'est comme ça. Autre commentaire, tout à fait... Non, ça c'est le même, pardon. Quid de la modernisation du mécanisme de la transparence vers une spécialisation matérielle des magistrats plutôt qu'une affectation corrélée à l'évolution dans la carrière? C'est Montpellier qui nous envoie ce message. Montpellier, j'imagine que c'est une ville dans le sud-est de la France. Bien, c'est un commentaire. Je passe à Fabrice Vert, qui va peut-être réagir à ce qui vient d'être dit. Fabrice, je vous présente, vice-président du tribunal judiciaire de Paris, une réaction à ce qui vient d'être énoncé par Isabelle Goff. Et puis ensuite cette question, voyez-vous en la justice consensuelle un moyen de remédier aux difficultés de la justice, au moins partiellement? Merci. Alors j'adhère complètement aux deux commentaires de la salle. D'abord, effectivement, je vis dans un bunker, j'ai vécu dans un vrai palais de justice, c'était ce qu'on appelle le vrai palais, le palais de la Cité, où il y avait une buvette à une époque, où il y avait des grandes tablées d'avocats magistrats. Tout ça, c'est terminé. Maintenant, nous sommes enfermés dans nos bureaux qui se ressemblent tous et on ne voit plus personne. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc je remercie l'ACE de m'avoir invité parce que maintenant, quand est-ce qu'on se rencontre, avocats magistrats, c'est lors de colloques, par des syndicats qui organisent des colloques. J'en ai fait un, moi je suis également syndiqué, on a fait un avec l'UJA il n'y a pas très longtemps. On ne se rencontre plus. Quand j'étais jeune juge d'instance à La Châtre, alors je suis plus vieux que vous, puisque moi j'ai 32 ans, vous en avez 30, donc joyeux anniversaire. Je me souviens de la bâtonnière Catherine Villatte qui venait faire son marché à La Châtre, elle était la bâtonnière de Châteauroux, elle mettait son poisson dans le frigo du tribunal. Ce qui n'empêchait pas du tout d'avoir des débats virils à l'audience, puisque pour ceux qui me connaissent, on sait très bien que quand il faut avoir un débat viril, je suis présent. Alors la médiation, pourquoi je suis venu à la médiation? C'est un avocat à La Châtre, Dieu, son âme, Gaston Moreau, c'était le seul avocat de La Châtre. Il y avait 25 avocats à Châteauroux, que j'avais tous invités d'ailleurs à mon pot de départ. Si j'invitais les 32 000 avocats de Paris à mon pot de départ, j'aimerais bien, mais je demanderais une subvention à mon président, mais je ne sais pas si je l'obtiendrai. Donc tout ça a changé quand même, tout ce monde n'existe plus. Et la médiation, j'y suis venu donc grâce à un avocat qui m'avait saisi d'une tentative préalable de conciliation à l'ENM, je ne savais même pas qu'il entrait dans la mission du juge de concilier, article 21, et je suis un vieux, donc je n'ai pas connu la loi de 95 à l'ENM, mais autant dire que les modes amiables, ce n'était pas du tout mon truc. J'y suis venu parce que c'est un moment d'humanité dans des procédures parfois kafkaïennes, comme le disait le premier président Drey. Et effectivement, j'en ai eu un peu assez à un moment donné. Alors quand j'étais jeune, j'avais le temps, j'avais 30 affaires par mois. Actuellement, j'ai parfois 47 dossiers en référé à Paris, donc un autre monde. Je faisais des transports sur les lieux, on se discutait, on parlait avec le citoyen qui est remis au centre dispositif. J'ai entendu tout à l'heure le président du CNB, le président de la CE, etc., la bâtonnière de Bordeaux, tout le monde parle d'humanité. Effectivement, le métier de magistrat, c'était un métier formidable. Dire le droit, j'adore ça, la procédure, j'ai toujours été processualiste, j'adore ça. Dire le droit, mais dans un esprit d'équité. Et la médiation, c'est ça. Donc, alors actuellement, j'ai commencé, j'étais un des petits
pas un des pionniers, parce qu'il y a eu encore des plus vieux que moi, c'est vrai que c'était très mal vécu. Mais maintenant, ça change beaucoup. D'ailleurs, un avocat que j'ai très bien connu, parce que je suis un vieil avocat quand j'étais à Lille, qui maintenant est ministre de la Justice, a dit tout récemment à la sénatrice de Gironde, d'ici même, Nathalie Delattre, que la médiation, c'était avant-hier ou il y a 2 ou 3 jours au Sénat, c'est la justice de demain. Alors effectivement, au niveau des moyens, vu le nombre, j'adhère complètement à toutes les analyses qui ont été faites, évidemment par un avocat, parce que les avocats ont toujours raison, et puis par Madame la Première Présidente qui a toujours raison, puisqu'on est dans la magistrature et on est comme dans l'armée, Napoléon a tout. Donc je dis toujours que ma hiérarchie a raison, j'ai des fois dit non et ça m'a coûté cher. Donc voilà. D'ailleurs, je reviens sur effectivement ce que disait aussi un commentaire dans la salle tout à l'heure, qui est tout à fait exact. Il faut arrêter ces carrières chez nous. Moi, je suis pour le système. Alors, moi, je suis un peu révolutionnaire. Je suis pour le système québécois. Tous les juges ont le même grade, payés pareil. Il y a un juge en chef quand même pour organiser, qui soit responsable et qui pilote. Il faut bien un pilote dans l'avion. Mais autrement, notre système de hiérarchisation et de carrière, où des collègues, je pense à un pauvre collègue qui n'en est pas décédé de ça, mais enfin, et qui était un excellent juge dans son domaine, toute sa carrière très reconnue, juge d'instance, juge des tutelles, et qu'on met pour avancer dans la carrière, président d'une chambre sociale. Il n'a jamais fait de social dans sa vie. Donc effectivement, ça, la gestion des carrières des magistrats doit être complètement revue quand on change, sauf si on change vraiment parce qu'on a envie de changer. Donc j'adhère à tout ce qui a été dit dans cette salle. Et voilà. Mais alors pour la médiation, alors est-ce que ça peut permettre la justice de sortir de la crise dans laquelle elle est? Non. Évidemment, je rejoins complètement la Première Présidente à côté de moi qui a parfaitement décrit l'état de la situation de la justice. Par contre, quand même, parce que j'ai fait, moi, plusieurs milliers de médiations dans ma carrière, dans des dossiers très importants en chambre commerciale, à la Cour d'appel de Paris, par exemple, entre sociétés pétrolières. Donc, effectivement, quand une médiation marche dans ce genre de dossier, que je n'ai pas rédigé, eh bien, quand même, ça contribue à vider les stocks. Mais l'intérêt supérieur des modes amiables, ce n'est pas du tout ça, c'est de remettre les parties au cœur du procès, c'est de trouver des solutions inventives, originales, c'est de renouer un dialogue. Il y a énormément d'affaires quand même où le vrai problème n'est pas du tout celui qu'on vient plaider. Qu'est-ce que c'est que le litige? Le litige, c'est la traduction juridique du conflit. Et vous le savez très bien, vous les avocats, mais nous aussi les juges, que parfois on nous saisit d'un litige qui n'a rien à voir avec le conflit qui est à l'origine de ce litige. Donc l'intérêt de la médiation, c'est quand même de traiter de l'ensemble. Je parle par exemple, moi en référé, on me saisit d'une demande d'expertise en matière de succession il n'y a pas longtemps. Très grosse succession, d'énormes enjeux. Donc les avocats sont ressortis de la salle en disant mais il est complètement fada, on vient de demander une expertise et ils nous envoient en médiation. Mais sauf qu'elle a marché. Et là, ça a permis quand même de régler l'ensemble du conflit. Alors j'avoue que maintenant, les avocats s'y mettent beaucoup, mais les juges aussi, mais pas tant que ça. En réalité, c'est une question de formation. Je pense qu'il faut absolument une formation supérieure des magistrats et des avocats sur le sujet pour vraiment bien comprendre le système, parce que c'est être professionnel. La médiation, longtemps, a été considérée, notamment par des professeurs de droit, de manière assez méprisante, ce qui est complètement fini, puisque maintenant les plus grands processualistes, de Nathalie Frissero à Soraya Amrani-Mekki, sont en plein dedans. Ça a changé. Donc maintenant, c'est être professionnel. Et je pense que d'abord, beaucoup d'avocats maintenant se forment, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est-à-dire que, et au niveau des juges, c'est pareil. Fabrice, Québec, je vous interromps 30 secondes pour parce que vous êtes parti. Mais je peux m'arrêter tout de suite. Non, je ne veux pas que vous arrêtiez. Je veux que vous continuiez, mais pour ma culture personnelle. Aujourd'hui, un professionnel de justice, qu'il soit avocat ou magistrat, s'il veut devenir médiateur, il va suivre une formation où il va rencontrer des avocats et des magistrats mélangés. C'est bien ça? Alors, un médiateur, ce n'est pas une profession réglementée, donc je ne sais pas quelle est la position du barreau de la CE sur la question, mais notre actuel garde des Sceaux, qui est très dans la médiation, très dans le dialogue, va nous créer un Conseil national de la médiation, ce que je revendique moi, depuis des années. Donc souvent, la médiation, ça a attiré des personnalités très fortes, c'est-à-dire dans les magistrats ou dans les avocats, donc qui sont devenus médiateurs parce qu'ils ont peut-être compris qu'effectivement, le conflit, parfois, coûte cher. Mais les formations qui existent, et les formations qui existent, il n'y a pas de labellisation des formations, c'est-à-dire que vous avez des formations de 3 heures, de 500 heures, de 600 heures. Ah, c'est comme naturopathe. Voilà, un petit peu. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. C'est un problème. C'est un vrai Parce sujet. que autant les naturopathes, on comprend que ça dure 2 heures, voilà. Mais médiateurs, ça pourrait durer C'est un vrai peu plus sujet. longtemps. En même temps, vous avez des très bons médiateurs qui ont été des personnalités, c'est les vieux sages.
Il y a des gens comme Robert Badinter qui ont fait des médiations. Est-ce qu'on va exiger de Robert Badinter qu'il ait la formation de médiateur? Tout ça, c'est une vaste question, mais c'est quand même très professionnel. Mais ce sera le sujet du Conseil national de la médiation, parce que ça, c'est un débat qu'il y a actuellement, mais c'est un vrai problème, parce que la médiation se développera que lorsqu'il y aura une confiance des juges dans la médiation, une confiance des avocats dans la médiation, et pour l'instant, le processus n'est pas assez structuré, il n'y a pas de code de déontologie, par exemple, du médiateur, qui a une valeur de droit positif, donc il y a encore tout un tas de constructions. Mais comme disait la première présidente Chantal Arens, qui a réussi à introduire la médiation à la Cour de cassation, j'étais son conseiller pendant quelques années, donc c'est quand même un exploit, les choses quand même évoluent, mais c'est pas encore suffisant. Mais je pense, moi, les seules fois où on m'a dit merci en tant que magistrat, parce qu'on ne fait pas ce métier-là pour être populaire, on ferait autre chose, mais bon, après tout, c'est pas le sujet, c'est quand j'ai sorti des très vieilles affaires par un accord auquel personne ne croyait. J'ai fait après un renvoi de cassation, une de mes plus belles affaires, c'était 18 ans d'âge. En une réunion, tout a été réglé, alors que le problème persistait. Et l'avocate qui, à cette audience, n'y croyait pas du tout. Alors je l'ai un peu forcé, je l'avoue, par une injonction. Il y a le système d'injonction qui marche très, très, très bien quand il est pris de manière subtile. Et bien maintenant, elle est devenue médiatrice et fait des permanences de médiation parce que, elle l'a dit publiquement, c'est à l'occasion de cette affaire qu'elle a compris tout l'intérêt que pouvait avoir la médiation pour son client et pour l'avocat aussi, parce qu'un avocat, quand il trouve un accord, il est aussi très content. Donc je pense que tout le monde a intérêt à s'y mettre, mais on n'a pas encore tous les outils législatifs. Il faut absolument qu'il y ait des progrès qui se fassent. Et puis sur la formation des magistrats, et surtout sur les magistrats, c'est pas reconnu du tout dans notre activité. Moi, j'ai par exemple été dans une chambre commerciale où la médiation marchait très bien. J'ai une nouvelle présidente de chambre qui est arrivée, qui m'a dit « Je t'interdis de proposer la médiation ». J'étais le conseiller référent médiation de la Cour d'appel de Paris. Je suis pourquoi? C'est pas bon pour les statistiques. Alors, sur l'évolution, qui est pas très bonne quand même, c'est l'outil statistique. Moi, en 32 ans de carrière, ce que j'ai pu constater dans la très mauvaise évolution, c'est l'obsession de l'outil statistique. À tous les discours d'audience solennelle de rentrée, qu'est-ce qui compte? C'est le taux de couverture. Combien on a entré d'affaires et combien on en sort. Le qualitatif, puisqu'il n'y a aucun outil, alors la première présidente l'a très bien dit, il n'y a aucun outil d'évaluation fiable sur une affaire. C'est-à-dire que moi, quand je rends une expertise où un avocat va me dire protestation et réserve 2 secondes, j'ai une énorme affaire, comme j'ai de temps en temps, eh bien pour mes statistiques, c'est pareil. Et pour la médiation, ce n'est pas du tout reconnu, puisque quand je fais beaucoup en matière commerciale, je n'ai jamais homologué un seul accord, puisque l'intérêt, c'est la confidentialité de la médiation dans le business. Donc je n'ai jamais homologué une... Et là, alors pour moi, quand on regardait mes stats, oh bah dis donc, c'est pas... qu'est-ce qu'il fout? Il fout rien du tout, il n'y a que des désistements. Donc voilà. Et pour l'avocat... Est-ce que le politique n'aurait pas intérêt à s'emparer de la statistique des médiations pour dire, regardez, nous entrons dans une alors société c'est ce que j'ai demandé juridiquement à apaisée. monsieur le garde des Sceaux, que j'ai eu souvent quand il était en comparution immédiate à Lille, mais là je l'ai eu dans un autre cadre. Je lui ai dit, en tant que ministre, est-ce que vous êtes capable de modifier les outils WINSICA et WINSI TGI, que connaît très bien Madame la Première Présidente, c'est-à-dire que soit pris en compte dans les statistiques l'œuvre amiable faite par le juge. En Allemagne, j'ai reçu des juges allemands à mon audience il n'y a pas longtemps, ils sont mieux notés parce qu'il y a une évaluation des juges en Allemagne. Il n'y a pas que nous, dans beaucoup de pays on n'évalue pas les juges, mais en Allemagne on les évalue aussi, et dans leur notation, le fait de développer l'amiable est compté. Et pour les avocats, ce que je pense, alors je l'ai dit une fois, je ne sais pas si je vais me faire étriper ici, j'avais osé parler argent, pas tabou l'argent. J'avais dit également, il faut que lorsque un avocat est dans l'amiable, ce soit valorisé au niveau... Alors en Allemagne, par exemple, l'avocat est plus payé quand il y a un accord. Alors après, on peut aller un peu plus loin. C'est le principe de loyauté dans le débat. Est-ce qu'on sanctionne la partie qui, de manière déraisonnable, utilise tous les artifices de procédure au lieu d'essayer de trouver un accord? Ça, c'est une question un peu plus sensible, mais enfin, dans beaucoup de pays, en Angleterre où ça se développe, c'est le système de l'adverse cost order, où effectivement, il y a une plus-value pour les parties qui essayent de trouver un accord. Mais ça, je pense que c'est un peu trop tôt pour faire des réformes, mais enfin, il faut aller quand même dans ce sens. Et je pense que pour un avocat, si j'étais avocat, d'ailleurs, je regrette beaucoup de ne pas avoir été avocat. Il y a des pays, et j'ai reçu oh, je suis quand même pas tout jeune, j'ai reçu des juges irlandais à mon audience, qui étaient un peu scotchés un petit peu des rapports qu'il y a entre avocats et magistrats, qui parfois peuvent être très durs. Quand vous avez 150 avocats dans une salle, comme c'était ce jour-là, eux, ils ont été avocats. Donc ils connaissent les difficultés de l'avocat, mais
également que l'avocat connaisse les difficultés des juges. Souvent, moi, j'ai vu qu'il y avait des problèmes entre avocats et magistrats parce qu'on ne connaît pas comment on travaille. Donc, le fait de se réunir quand même, de connaître nos problématiques, par exemple de statistiques, les avocats souvent ne connaissent pas du tout que je suis noté comme à l'école primaire avec un système de croix, etc. Donc, le fait de se connaître et de se comprendre, ça permettrait quand même, et je rejoins quand même la première présidente en disant il faut effectivement qu'on aille dans le même chemin. Il n'y a aucune raison d'avoir une agressivité entre avocats comme ça se produit malheureusement les magistrats de temps en temps, ou avec le politique, c'est pareil. On va dans le sens de l'État. Il faudrait quand même dans ce pays que la justice n'ait plus une place secondaire, parce que la justice a toujours eu une place secondaire depuis la Révolution française, alors que la justice devient de plus en plus importante dans des domaines mondialisés. Je pense au numérique. Moi, j'ai des affaires en référé. C'est des problèmes mondiaux. Donc, si la justice, qui quand même, avec le contrôle de proportionnalité, on a un pouvoir de plus en plus important, je ne sais pas si le politique l'a réalisé, il faut nous donner les moyens d'être efficace, d'être bien géré par un bon pilotage, d'avoir une très bonne formation, une spécialisation, et que les rapports s'améliorent quand même avec les avocats, au lieu de ces rapports un peu tendus qui ne mènent à rien et qui sont contre-productifs pour le justiciable et pour notre pays et pour l'économie. Puisque quand une justice marche bien, tout le monde, il y a eu plein d'études qui ont été faites, ça concerne également l'économique. Fabrice, c'est dingue! On va l'appeler, on va trouver un surnom. C'est... Alors, Fabrice, vous n'avez laissé personne indifférent. Un message, oui, avec 4 i. Oui, brûlons les badges et les statistiques. Donc, voilà. Créons une salle de la fraternité judiciaire dans les tribunaux. Donc, visiblement, votre charisme en a touché plus d'un ou plus d'une. Bravo à nos invités magistrats. La médiation, c'est formidable, mais de temps en temps, il faut trancher. Nous avons à ce sujet un problème. Ne faut-il pas restaurer la capacité de trancher et de lutter contre la justice molle dans laquelle personne n'a raison ni tort? Autre commentaire, rejoignez-nous. On l'a envoyé. Rejoignez-nous. Voilà. Et puis enfin... Bonjour, sur la structuration des écritures, il est important de se former, magistrats et avocats, et de mettre en place une sorte de charte des bonnes écritures, mais cela ne peut entraîner des rejets d'écriture ou contraindre l'argumentation des parties. Ainsi, un décret type Magendie serait inacceptable. Qu'en pense Madame Gors, qui a 2 questions en suspens, mais comme on n'a pas le temps, je vais les mettre sous le boisseau et on verra à la fin de la discussion si on peut vous les poser. Et moi, je propose de titrer l'intervention de Fabrice Vert, Fabrice vers le futur. Ça vous va? Bon. Poursuivons Gilles à commando. Je commence avec vous, magistrat, directeur de l'école française du barreau. L'école de formation du barreau, et pas l'école française du ski entre avocats. Vous formez le futur de la profession. Sur quoi mettre l'accent pour que les futurs avocats soient de réels partenaires de justice? Parce que vous voyez bien qu'on vient d'entendre des magistrats ouverts qui échappent au lieu commun, lus dans la presse, sur une espèce de fossé qui sépare les magistrats des avocats, ni même d'ailleurs au misunderstanding léger qui oppose certains syndicats de la magistrature à leurs ministres, avocats de formation. Et donc, que peut-on inscrire dans cette formation aux professions du droit et à la formation des avocats pour préparer ce futur? Merci bien. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, peut-être deux petites réactions. Premier point sur les thématiques qu'a abordé Isabelle Gors, pour dire que c'était des points qui étaient très importants sur le renouveau de l'équipe juridictionnelle, la manière de travailler dans les juridictions. Il y a un gros changement qui doit être accompagné. Donc ça, c'est une première révolution qui est en marche et qui doit continuer. Et puis le deuxième point, sur ce qui peut apparaître comme étant un peu complexe, cette histoire de RBOP et autres, en fait, il y a un enjeu majeur, c'est ne pas toucher au lieu de justice en France, mais faire en sorte qu'il y ait une meilleure administration de la justice, parce que malheureusement, et Isabelle l'a très bien dit, on est dans une administration de la justice qui est très centralisée, et ça résulte d'un élément qui est assez paradoxal. Le ministère de la Justice était un des ministères les plus anciens, mais l'administration de la justice par l'État, c'est simplement, depuis les lois de décentralisation,
où il y a eu un basculement et un renversement, donc les années 1980. Avant, c'était les collectivités territoriales qui s'occupaient de l'administration de la justice, et ça bascule à l'État. Et depuis 40 ans, donc, on est en train d'essayer de trouver un bon système. Aujourd'hui, le balancier bascule beaucoup trop vers le ministère de la Justice, et il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de déconcentration vers les juridictions. Voilà, ça, c'est deux enjeux majeurs qui ont été soulignés. Et tout ça aussi pour dire, attention de ne pas partir sur de faux débats sur la carte judiciaire et autres. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est vraiment sur qui et comment sont gérés les cours. Avant que vous poursuiviez, je voulais aussi un mot de votre part, avant que vous nous disiez ce que vous avez préparé. Une réaction au portrait robot qu'a fait Camille Merlet du jeune avocat aujourd'hui et de leur façon de se projeter dans le métier qui n'est plus celle, visiblement, de leurs aînés. Oui, mais est-ce que c'est... Oui. Non, mais entièrement d'accord. Et elle l'a très bien dit, le problème, c'est pas le problème des jeunes avocats, c'est le problème des jeunes, tout court. Avec le fait d'avoir un attrait pour les très grandes métropoles. Ça, c'est quand même un point qu'on constate. Deuxièmement, un autre rapport au travail. Ce n'est pas un moindre investissement, mais c'est peut-être par rapport à ma génération. Alors, je suis encore d'une génération, je vais dire, c'est 2 fois votre anniversaire. Donc, de dire qu'il considère que le travail, c'est important. Il a été fait état du travail passion. Mais en même temps, un meilleur équilibre de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui ressort. Et puis le fait qu'un engagement, très souvent pour des gens de ma génération, un engagement, c'est un engagement à vie. Et là, on a l'impression que c'est un engagement à terme. D'où toutes les questions autour de la collaboration. Voilà. Ça, c'est véritablement des éléments qui sont nouveaux, qu'il faut prendre en compte dans ces données. Et puis je voulais rebondir encore sur un autre point, juste une petite parenthèse, mais ça peut vous intéresser. On évoquait les travaux de la CEPEJ. Je participe à un groupe de travail. Alors CEPEJ, c'est une institution qui dépend du Conseil de l'Europe. Je participe à un groupe de travail qui s'appelle la qualité de la justice. Alors tout de suite, on va s'interroger, c'est quoi la qualité de la justice? En fait, ce groupe essaye de réfléchir pour contrebalancer ce qui n'a pas été longtemps le management, la notion essentielle de la justice. Et il y a un certain nombre de propositions qui existent. Je vous invite à aller les voir sur le site de la CEPEJ, où ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, l'usager a été un petit peu mis de côté par rapport à ce souci de traiter le plus grand nombre de procédures. Et une des questions qu'on doit se poser, c'est comment réintroduire l'usager pour qu'il ait l'impression d'avoir confiance dans la justice. Donc il y a des travaux de la CEPEJ qui sont très intéressants. Et puis surtout, un petit coup de pub pour la CEPEJ. Le rapport d'évaluation biannuel vient de sortir, il est sorti hier. Vous allez voir, il y a une mine d'informations sur les budgets de la justice, mais aussi sur la répartition des avocats, sur les types de contentieux. Allez le voir, et c'est une source documentaire essentielle. Alors maintenant, pour revenir à votre question sur le futur de la profession, c'est vous qui le définissez. Et nous, dans le cadre des écoles de formation, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'accompagner ce mouvement, de prendre en compte aussi les données nouvelles. Et la formation, bien sûr, la formation, c'est les futurs avocats, donc les élèves avocats. Là-dessus, un premier point, et je ne sais pas si on peut parler de retour dans le futur, mais déjà de parler du passé pour se projeter sur le futur. La formation des élèves avocats a beaucoup changé ces dernières années. Ça, je crois qu'il faut en avoir conscience. Pour ceux qui sont passés il y a déjà quelques années dans des centres de formation, il y a un décrochage, c'est-à-dire que ce qui pouvait apparaître comme étant soit un lieu post-universitaire où on faisait la même chose qu'à l'université, soit un lieu où certains grands ténors venaient parler de leur pratique professionnelle. Je ne veux pas dire que tout ça, c'est complètement du passé, mais ça l'est beaucoup. Aujourd'hui, vraiment, la formation dans les écoles d'avocats, c'est comment on fait pour donner les bagages essentiels à celui qui a exercé une profession, qui a été étudiant, pour lui permettre d'avoir les rudiments de base sur l'exercice de la profession d'avocat. Ça, c'est un constat. Pour parler du futur,
il y a certainement des évolutions qui peuvent être intéressantes. Je pense à une chose, et je sais que le CNB réfléchit à cette question. Actuellement, il y a des séparations très fortes entre la période au centre de formation, la période en stage. Et donc, il serait bon de trouver un nouveau statut social de l'élève avocat pour avoir une vraie alternance entre des allers-retours entre le centre de formation et aussi le lieu de stage. Ça serait une évolution qui serait souhaitable. Est-ce que le stage est obligatoire? Parce qu'on m'écrit, il n'existe plus de stage obligatoire en juridiction dans les écoles d'avocats. Les rétablir permettrait aux jeunes avocats de mieux comprendre leur travail. Une élève avocate de 1995. Tout à fait, c'est une très bonne question que j'aborderai dans la deuxième partie que vous m'avez donnée, c'est-à-dire, un, le futur de la profession, et deux, le renforcement des liens. Je ne vais pas éluder cette question. Et puis l'autre point de la formation, le futur de la profession, c'est aussi vous aujourd'hui pour demain. Et donc, c'est quoi? C'est la formation continue. Formation continue qui est essentielle. Quand on compare formation continue des avocats par rapport à d'autres professions, en fait, c'est quelque chose qui est très récent. Quand je dis très récent, c'est 2005. C'est-à-dire, c'est le début de ce siècle. Le fait que la formation continue pour les avocats soit quelque chose considéré comme étant obligatoire. Donc, cette formation continue, je vois à l'EFB, par exemple, on essaye de la développer énormément. À la CE, vous faites des formations, mais il y a un tel besoin de formation. Je vois Nathalie Athias qui travaille à la fois à la CE et qui participe beaucoup aux formations qui sont réalisées au sein de l'EFB. C'est quelque chose qu'il faut véritablement investir. Et je crois que là, il y a peut-être un champ du possible qui est énorme pour vous, la formation continue. Et nous, on essaye de s'adapter. Donc, on a développé, je prends juste l'exemple de l'EFB, on a multiplié par 2 cette année le nombre de formations qu'on propose. On essaye de penser à des choses que vous avez indiquées, par exemple la mobilité professionnelle. C'est vrai que constat qu'on partageait avec Louis sur un petit peu cette hyper-spécialisation, cette tendance maintenant, vous voyez des jeunes avocats, enfin des élèves avocats qui arrivent et qui disent moi je suis spécialisé en droit des affaires parce qu'il a fait un Master 2 de droit des affaires et puis on a l'impression qu'il ne peut plus en sortir. Bon, alors qu'on sait tous que si on n'a pas fait 5-10 ans un petit peu dans un domaine, on n'est pas vraiment un spécialiste. Le problème, c'est qu'avec cette tendance à l'hyper-spécialisation, il y a une difficulté sur la mobilité. Alors, on essaye de s'adapter et par exemple, on a ouvert à l'EFB les parcours de spécialisation de formation initiale en droit social, droit de la famille. On les a ouverts aussi à des avocats en exercice et donc ça leur permet comme ça, et ça peut vous permettre, ceux qui envisagent d'avoir une autre activité dans un autre domaine, de revenir, d'acquérir à nouveau les fondamentaux. Et donc ça, c'est une démarche qu'on essaye d'avoir pour favoriser cette mobilité professionnelle. Autre démarche aussi, on s'intéresse beaucoup aux nouveaux métiers du droit. Je pense qu'on en parle beaucoup et l'idée, c'est de développer des formations pour aller vers ces nouveaux métiers du droit. J'envisage pour l'an prochain d'avoir des formations longues, parce qu'il faut aussi sortir du schéma de la formation continue, la petite conférence de 2-3 heures. Il faut passer sur des cycles de formation. Il faut avoir des formations qui soient quasiment qualifiantes. Et donc, on envisage pour l'an prochain de faire des formations longues, par exemple sur l'enquête interne, tout le développement de la compliance. Il y a un vrai marché du droit qui se développe là-dessus. Donc, ça va être une formation qu'on va mettre en place dès l'an prochain côté OFB, formation longue, mais je l'envisage aussi dans d'autres domaines qui peuvent être porteurs, comme le droit du sport, comme le numérique. Donc, voilà, le futur, c'est à la fois dans la formation des élèves avocats, mais c'est aussi sur la formation continue. Et puis, pour revenir sur la deuxième partie, réel partenaire de justice, comment on fait pour développer les liens? Alors, bien sûr, il y a le modèle Fabrice, il y a la buvette. Bien sûr, c'est important d'avoir des échanges directs et autres. Et le poisson. Exactement. Et le poisson. Et le poisson frais, de préférence. Et puis, vous avez aussi, dans le cadre de la formation, renforcer les échanges. Votre question était vraiment pertinente. C'est pas la mienne, hein. Celle que vous avez relayée. Oui, moi j'aurais posé une question très pertinente. Là, oui, c'était une question pertinente.
Elle est même très pertinente. Elle est bien, obligée Elle est obligée très au bien. stage, c'est Ouais. quand même la moindre Alors, des choses. l'obligation, c'est toujours très difficile. Ce qu'il faut faire, c'est développer. Pourquoi ? Je prends l'exemple de l'EFB. On a à peu près la moitié, peut-être même plus, des futurs élèves avocats qui vont devenir avocats, des élèves avocats qui vont devenir futurs avocats, qui se dirigent plutôt vers des fonctions de conseil. Et les obliger d'aller faire un stage en juridiction, ça n'aura strictement aucun succès. Ça, c'est un constat, pardon, je le prends tel quel. En revanche, il faut développer ce qui existe déjà de façon embryonnaire, et on s'est battu ces derniers mois pour avoir une augmentation. Ce sont les stages PPI, que vous connaissez tous, et c'est la faculté de faire des stages PPI pour ceux qui sont intéressés dans les juridictions. Là-dessus, ça dépend principalement d'une question économique, c'est-à-dire l'augmentation de l'offre de la part du ministère de la Justice, ce qui est en cours, ce qui se fait. Il y a des exceptions, Paris-Bobigny, où c'est pris en charge par partie par les barreaux, mais ce qui devrait être le bon système, c'est une augmentation de l'offre de ces stages dans les juridictions. Ça, c'est important, parce que je crois que la meilleure manière pour comprendre l'autre, c'est d'aller voir comment il travaille et de voir l'intérieur. C'est ce que font les auditeurs de justice, puisque systématiquement, eux, passent 3 mois dans un cabinet d'avocats. C'est ce qu'on essaye de promouvoir en permettant aux élèves avocats d'effectuer des stages PPI. Ça, c'est le premier point pour la formation. Gilles, j'ai plein de questions et l'heure tourne. Ok, allez, deuxième synthèse, je vais à l'essentiel aussi, c'est renforcer les formations croisées. Et les formations croisées, c'est principalement dans le cadre de la formation continue, où on mixte à la fois les publics de magistrats d'avocats et aussi les intervenants magistrats et avocats, et d'avoir des regards croisés. À l'EFB, je vous invite à lire la lettre de la formation continue de l'EFB. Vous verrez que dans la dernière lettre, il y a 4 formations qu'on propose ensemble avec l'ENM, des formations sur des thématiques qui peuvent vous intéresser, par exemple sur le droit pénal fiscal, ou une autre qui est absolument extraordinaire, qui est sur l'évaluation des préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles. Et là-dessus, c'est une formation tip-top avec ce qu'on peut compter de meilleurs intervenants. Donc, on essaye de couvrir un champ très large dans ces regards croisés qu'on fait avec l'ENM. Et puis, on a une autre formation qui est encore plus emblématique, mais dont Sophie pourra parler plus savamment que moi. C'est la formation MAGE, où on mêle à la fois des magistrats, des avocats et des juristes d'entreprise. Donc, comment on fait pour améliorer dans le cadre de la formation ? Favoriser le fait que les uns et les autres puissent aller voir comment, lorsqu'ils sont en formation, comment travaillent les autres professions, et puis avoir des temps d'échange, pas simplement, comme l'a dit Fabrice, lors des colloques, mais aussi dans le cadre de formations, des formations aussi qui peuvent être très déconcentrées. Je vous ai parlé de l'EFB, mais il y a les écoles, les autres écoles qui peuvent organiser avec l'ENM de manière déconcentrée des formations. Et je sais que ça marche bien sur l'ensemble des territoires. Voilà. Merci Gilles Lacomanda. Avant de vous faire applaudir, il y a plein de commentaires et de messages. Très rapidement, un stage en PPI, ça veut dire quoi ? Question. Alors, le stage PPI, je m'adresse à des avocats. Vous vous préoccupez de la formation de vos jeunes confrères. Vous savez que la formation avocat, c'est 18 mois, 6 mois dans le centre de formation, 6 mois dans un stage cabinet et 6 mois dit stage PPI, c'est-à-dire dans un stage dans un domaine du droit, mais extérieur à un cabinet d'avocat. Mais PPI, le sigle, c'est quoi ? C'est projet personnalisé, individualisé. Ouais, je vois. C'est PPI fait de la résistance, voilà, c'est ça. Voilà. Allez voir ailleurs que dans un cabinet d'avocats. D'accord. Et revenez-y et vous serez encore mieux formés. Alors, je vous lis d'autres commentaires. Comment vous dites ? Projet pédagogique individuel. Très bien. Alors, il y a plein de messages. Moi, je vous les lis parce qu'ils sont marrants parfois. Celui-ci est un appel au secours, mon cher Gilles Lacomanda, je vous le lis. Transmettre et enseigner à l'EFB est passionnant et exaltant, mais pourquoi les heures données sont-elles si peu rémunérées ?
130 €, toutes taxes comprises pour 2 heures sur place, alors que cela demande beaucoup de préparation et que les cours sont ouverts à la formation continue. Quel modèle économique proposez-vous pour rémunérer l'expertise des enseignants dans le cadre du parcours de spécialisation évoqué? Vous n'avez pas le droit de répondre. On n'a plus le temps. Si, on n'a plus le temps. Ça va être très simple. Bah. Et je vais répondre pour l'EFB, mais pour l'ensemble des écoles. Globalement, la formation initiale est déficitaire. Et donc, les écoles dégagent des marges suffisantes au travers de la formation continue. Donc, voilà. Donc, plus la formation continue qui passe par les écoles sera prise en compte, plus il y aura une amélioration et plus ça permettra de mieux rémunérer. Et les écoles ont fait des efforts pour mieux rémunérer les intervenants. Hein, là-dessus, il y a quand même des efforts à faire. Mais visiblement, ça par ne leur rapport suffit pas. à ce qui se passait. N'a pas du gain chez les libéraux. Non, et quelque chose. C'est la reconnaissance, mais c'est la reconnaissance de l'investissement qui est faite par ces professionnels qui est importante. Autre appel de détresse, mais rétrospectif, le stage PPI a été un enfer. 6 mois en entreprise, alors qu'on veut être avocat. Quand allez-vous penser à le rendre optionnel? Donc il y a ceux qui veulent du obligatoire et de l'autre de l'optionnel. Enfin bon. Voilà, c'est vous les avocats, vous êtes comme ça, c'est ainsi. Ensuite, le budget de la justice, non, pas tout de suite. La mobilité internationale dans les formations, est-ce qu'on en parle? C'est encore une autre histoire. Voilà, les 130 €. Oui. Sur la mobilité internationale... Quid du déploiement de l'alternance dans toutes les écoles d'avocats? L'alternance, c'est un vrai sujet. Vous ne pourrez pas répondre à toutes les questions. Juste sur la mobilité internationale, c'est une de nos préoccupations. On organise pour tous ceux qui sont intéressés les rencontres internationales de l'EFB, 23 novembre après-midi. Donc voilà, là c'est un lieu d'échange entre les cabinets et autres. Et puis il y a tout un tas de formations. Mais allez sur le site, vous verrez. Par exemple, on a une formation qui est super sur les enjeux juridiques des NFT. On fait toute une journée commune avec l'ENM. Voilà, l'idée c'est on essaye d'aller sur des champs nouveaux du droit, on essaye d'investir tout ça, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Bien, non, mais c'est essentiel. Et on peut applaudir Gilles, évidemment. Il y a une menace dont vous n'avez pas parlé, parce que finalement, vous avez l'habitude de bouger et d'aller vous voir. Cette menace, c'est le télétravail. Le télétravail est une menace sur la profession, c'est une menace sur les jeunes qui commencent à se caraméliser. On parlait de la caramélisation des quinquas et des boomers. La caramélisation sur le sofa, avec cette idée que travailler, c'est être chez soi, sur un canapé, avec un ordinateur sur les genoux, est une menace pour tous les secteurs, mais elle l'est encore plus quand j'entends des avocats et des magistrats qui disent « faut qu'on se voit, faut qu'on se voit, faut qu'on se voit ». Donc, effectivement, il faut vous rencontrer. Si c'est un poisson dans un frigo qui doit être le produit d'appel, eh bien, mettez des poissons dans les frigos. Mais je pense qu'il faudra autre chose. Mais en vérité, le télétravail, c'est un fléau qui vous menace, à mon avis, si je puisse me mêler de la conversation. Je me tourne vers Sophie Lapizardi, excellente transition avec la formation Les Soft Skills. Sophie, vous êtes avocate, coprésidente de la commission Croissance et Innovation. Vous travaillez beaucoup sur ce qu'on appelle les soft skills et le legal design. Pouvez-vous nous expliquer en quoi c'est utile à l'exercice de la profession et à la justice? Pendant ce temps-là, je retrouve un message qui vous concerne directement. Oui. Sophie, vous avez la parole. Merci. Je pense qu'en fait, j'ai l'outil, un bien meilleur outil que le poisson frais, même frais, le legal design. Alors d'abord, je voudrais tordre le cou à une idée reçue, qui est que le legal design, c'est des petits pictos, de la couleur, de l'infographie. Ce n'est pas ça. Le design, c'est la fonctionnalité, c'est-à-dire la capacité à se concentrer sur l'utilisateur, c'est-à-dire le lecteur de nos documents, mais ça peut être un utilisateur de produits, de services. On a ramené ça dans le milieu juridique, et l'idée, il y a 2 objectifs avec le legal design. Le premier, c'est d'avoir des écrits juridiques plus clairs, plus accessibles, plus engageants. Et oui, si nos clients avaient envie de nous lire, si les magistrats avaient envie de nous lire, et plus impactants aussi. Et ça, on va voir que c'est fondamental pour l'activité judiciaire. Deuxième objectif, c'est de créer de l'innovation, de créer des services et des produits innovants pour nos clients. Et avec ça, on utilise des techniques qui existent
ailleurs que dans le milieu juridique, mais qu'on a ramené dans le milieu juridique. Le design thinking, la visualisation de l'information. On regarde aussi comment fonctionne le cerveau. Les sciences cognitives, c'est passionnant. Et ça nous permet aussi d'apprendre un peu sur pourquoi nos clients ne peuvent pas lire de longues consultations, pourquoi les magistrats aussi ont une réaction de rejet parfois face à des conclusions trop longues qui constituent pour eux des murs de mots. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution à ça, et c'est le legal design. Alors, est-ce que c'est utile dans le cadre de l'activité judiciaire? Oui. Et qui nous le dit? C'est nos utilisateurs. Qui sont nos utilisateurs? D'abord, ce sont nos clients. On va tous être d'accord que les procédures en tant que telles, c'est totalement abscon, c'est complexe, même pour nous, la procédure civile. Moi, je suis publiciste, mais même en publiciste, c'est complexe. Donc, c'est complexe, c'est abscon. Totalement abscon. Notre jargon est totalement abscon pour la grande majorité de la population. C'est abscon, la terminologie, les tournures de phrases. Donc, on a déjà un champ incroyable, un terrain de jeu magnifique sur l'activité judiciaire pour expliquer à nos clients des procédures. Et on va voir, je vous donnerai un exemple juste après. Deuxième utilisateur, les magistrats. En 2016, en Belgique, parce que en Belgique, ils sont très avancés sur ces questions de langage juridique clair et de legal design, en 2016, on a posé la question à des avocats et des magistrats et on leur a demandé s'ils trouvaient le langage juridique clair. Donc la question, c'est est-ce que vous trouvez le langage juridique clair? À 68 et 66%, ils répondent non, le langage juridique n'est pas clair. Donc on voit qu'il y a déjà capacité, on a beaucoup de choses à faire, avocats et magistrats. Et en 2017, avec ma coprésidente Éléonore Zalen, on a interrogé les magistrats sur ce qu'ils attendaient des avocats dans le cadre des écritures contentieuses. Je ne vais pas vous parler des 1000 mots, je ne vais pas vous parler de ça, mais je vais vous juste dire ce qu'ils nous ont dit il y a 5 ans. Il y a 5 ans, 94% nous demandaient plus de concision. Plus de concision. Mais ils nous demandaient aussi de faire attention à la police qu'on utilisait. Parce que c'est très important, parce qu'aussi les magistrats regardent beaucoup sur leurs écrans. Et il y a des polices qui passent très mal à l'écran et qui fatiguent les magistrats, qui fatiguent le cerveau en fait, et qui font qu'on est beaucoup moins attentif, on garde son attention moins longtemps. Qu'est-ce qui nous demandait aussi à 70%? D'aérer nos écritures. On n'a pas besoin d'être graphiste pour faire ça. Mais en fait, c'est quand on travaille ensemble, qu'on communique, on se rend compte qu'il y a des demandes qui sont très faciles à satisfaire. En fait, les magistrats... Très facile, pardonnez-moi, mais ce qu'on est en droit d'exiger d'un avocat de 30 ans, la formation, elle commence avant la 6e. Hein. Oui. Alors après, on peut avoir des débats là-dessus parce que on nous apprend des choses, notamment à l'école, sur l'utilisation de notes de bas de page, d'italique, etc. Quand on travaille sur l'ergonomie des documents, on s'aperçoit qu'en fait, il faut éliminer tout ça. En fait, on a la même chose. Avocats et magistrats, on veut une seule chose, on veut gagner du temps. Le temps, c'est notre donnée, c'est ce qui est le plus rare. On veut tous gagner du temps. On veut accéder rapidement à l'information. On veut la lire rapidement. On ne veut pas buter sur des phrases qui sont trop longues. On veut aller vite et on veut comprendre l'information pour après faire ce qu'on a à faire chacun, vous décider et nous vous convaincre. Et justement, j'en viens à là, parce que parfois on me dit oui, bon, alors on se concentre sur nos utilisateurs, c'est bien, mais nous, ça nous apporte quoi? Mais en fait, ça nous apporte tout, parce que si on a des écrits plus concis, plus impactants, on va mieux convaincre les magistrats et donc on va mieux faire notre job, on va gagner, parce qu'en fait, c'est dans notre activité judiciaire, ce qu'on veut, notre objectif, c'est de gagner. Alors pour ça, on va travailler en empathie. Et je suis absolument ravie de participer à cette co-animation des formations magistrats, avocats et juristes sur le langage juridique clair. Donc c'est des formations qui auront lieu l'année prochaine, qu'on est en train de préparer activement. Et je suis absolument ravie de pouvoir travailler, de pouvoir avoir des participants, magistrats, avocats et juristes, parce que chacun va se rendre compte des attentes que l'on a tous, des besoins que l'on a, des craintes, des freins que l'on a. Nous, avocats, on a envie d'avoir des audiences plus dynamiques, on a envie d'être entendus, on a envie d'être écoutés. Et de l'autre côté, les magistrats, ils ont envie d'avoir plus de concision, plus de structure. Et justement, le legal design, c'est pas des pictos, c'est pas des couleurs, c'est amener à restructurer ces écrits
pour qu'il soit plus impactant, qu'il corresponde mieux à la logique du magistrat. Ajouter du langage juridique clair, ajouter de la visualisation, et tout ça, ça donne des écrits beaucoup plus impactants. Alors, je finirai juste avec quelques exemples. J'ai plein de remarques. Je n'ai pas 10 000 mots, hein. Donc normalement, dans les remarques, il ne devrait pas y avoir ça. Dans les exemples que je pourrais vous donner, il y a plein d'exemples possibles. D'abord, je voudrais dire une chose aux avocats. Il faut, et je vous recommande de vous former, parce que je trouve que la profession ne s'empare pas assez de ces techniques toutes simples. En fait, c'est un mode de pensée. Il suffit de se former, et une fois qu'on a ce mode de pensée, on peut l'utiliser pour absolument tout. J'ai une activité accessoire, LexClair, et depuis 2 ans, j'ai formé plus de 1000 avocats et juristes au legal design. Dans les 1000, il y a plus de 80% de juristes, c'est-à-dire que je forme des directions juridiques entières. Et les juristes, les directeurs juridiques me disent « mais en fait, nous, on va attendre la même chose de nos avocats ». Ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit en capacité de leur proposer des choses innovantes, et y compris dans la manière dont on va rédiger nos écrits contentieux. Il y a des choses très simples. Ça ne demande pas d'être un geek, ça ne demande pas d'être un graphiste. Ça demande juste de faire un pas de côté et de se dire « je vais apprendre à mieux valoriser mon expertise, je vais apprendre à être plus impactant ». On peut avoir des exemples. Par exemple, on a un justiciable, un de nos clients qui vient nous voir, eh bien on serait en capacité de lui remettre un document qui lui retracerait les différentes étapes d'une procédure contentieuse. En plus, on le fait, on passe du temps à le faire. Une fois qu'on l'a fait, on n'a pas besoin de tellement l'adapter en fonction de nos clients, et ça lui permettrait d'avoir quelque chose sur lequel il puisse se reposer pendant les longues années de procédure pour bien comprendre à quelle étape il est. Autre chose, on peut travailler sur des choses un peu visuelles, des frises chronologiques, des choses qui sont simples à faire, mais qui aident le magistrat dans la compréhension des faits. Je peux vous dire que les experts judiciaires en raffolent, et ça donne beaucoup d'impact. Et on peut même aller jusqu'à créer, c'est ce que j'ai fait, une vidéo en motion design. Donc, vous savez, le motion design, c'est des dessins qui sont un peu comme des dessins animés. Mais alors, on était sur un marché public de travaux avec des enjeux financiers assez importants. Et l'objectif était d'expliquer aux magistrats des aspects techniques et financiers de manière la plus simple possible. Alors, évidemment, j'avais des conclusions à côté de ça, mais c'était une production, c'était une pièce. Et ça a eu un impact, effectivement, et je pense que ça a eu un impact dans l'issue de ce litige. Donc, on a un moyen peu onéreux sur lequel on peut gagner en impact. On peut aussi fidéliser nos clients en direction juridique. Et j'ajoute sur ce point que si vous voulez plus de renseignements sur le legal design, vous avez un formidable atelier à 16h30 sur le legal design, les legal ops et les legal tech. Ça y est, je l'ai passé, c'est bon, voilà, à 16h30 aujourd'hui. Et je finirai juste en vous disant que tout ça, tout ce que je viens de vous décrire, a un objectif, effectivement, nous amener plus de business, être plus convaincant, gagner, être la capacité d'avoir plus d'éléments et d'être plus impactant. Mais, et on en revient à ce qu'on a dit depuis le début, c'est d'améliorer l'expérience de tous les usagers du service public de la justice. Merci Sophie Lapizarro. Alors, il y a plein de commentaires que je vais vous lire. Question pour les magistrats, est-ce qu'on peut avoir un article 700 ? Une indemnité pour rembourser les frais de l'avocat pour celui qui gagne quand on prend la peine de faire du legal design dans nos conclusions. Parce que pour l'instant, on n'a franchement pas grand-chose, ce qui vaudrait aussi pour les magistrats qui pratiquent le legal design dans leurs décisions, me souvenait Louis de Gauss. Ensuite, non, mais c'est tout ça, quelqu'un nous dit la forme est aussi importante que le fond, et j'ajouterais la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Peut-on demander au gouvernement d'écrire les décrets en legal design, confère les décrets sur les lanceurs d'alerte? On y travaille. On peut gagner du temps, mais être clair et synthétique demande du temps, c'est vrai. Quelqu'un nous dit 66% des magistrats belges veulent changer de métier. Eh bien, qu'ils se démerdent, ils sont en Belgique. Est-ce que le langage juridique clair ne risque pas de contribuer à un appauvrissement linguistique? Alors, moi, je ne vais pas répondre à tout ça, je ne peux pas, je n'en ai pas la capacité. Mais je pense que ça fait 2 ans que j'entends des choses sur les soft skills et le legal design. Je pense que vous gagnerez une première partie de la bataille quand vous bannirez soft skills et legal design de ces débats. Et ce n'est pas du tout un reproche. Vous devez les bannir
instamment pour les remplacer par écrivez-nous en français clairement, faites des paragraphes, parce qu'en fait, l'anglicisme n'est que comment dire, c'est l'équivalent du langage juridique obscur ou du langage médical que le patient ne comprend pas. À cela, je réponds, est-ce que vous dites football ou balle au pied? Oui, mais football, on a eu le temps de comprendre. Oui, ben, ça va venir. En fait, c'est mondial. Et moi, c'est mondial. Je vous conseille de franciser parce que vos patients, si j'ose dire, vos clients, ils n'ont pas tous toute cette expérience et tout ce vécu. Et je pense que franciser d'emblée, et pas uniquement dans une idée cocardière, mais je pense qu'il faut franciser parce que ça oblige à trouver les bons termes immédiatement quand on parle du sujet qui préoccupe. Mais loin de moi l'idée de vous faire une critique. Je pense que ce que vous avez dit est central et important. Je pense que dans les entreprises aujourd'hui, il y a des formations qui vont bien au-delà de ça. C'est la formation à l'empathie, c'est considérer le service d'à côté comme un service client et traiter les fournisseurs et traiter les services d'à côté, même si ce n'est pas le client auquel on vend sa sauce, de le considérer comme un client. Et à l'hôpital, évidemment, on essaie de demander aux médecins de se faire comprendre et d'avoir un peu d'empathie quand ils annoncent à quelqu'un qu'il est dans les choux. Sophie Ferry, on vous a déjà entendu, mais pas suffisamment. Présidente de la commission prospective du Conseil national des barreaux, il est déjà 13h moins 2. Vous avez une méthode intéressante, vous observez les injustices d'aujourd'hui pour tenter de dessiner la justice efficace de demain. Je vous passe la parole et je donnerai la conclusion à Nathalie Attias, qui doit également nous faire l'amitié d'un mot de synthèse, puisqu'on m'a dit qu'il faut aussi passer la parole à Nathalie, ce que je fais volontiers, car c'est un peu grâce à elle que je suis ici pour la deuxième fois. Chère Sophie, les injustices. Oui, donc en fait, vous me demandez de construire la justice efficace et fonctionnelle en 2 minutes. Alors... Je ne le demanderai pas à quelqu'un d'autre. Bon, je relève le défi, vous m'avez comprise. On est passé au Conseil national des barreaux en 1er janvier 2021, retour vers le futur. Nous avions 3 ans, début du mandat, pour construire une vision de l'avocat et être inscrit dans un temps qui est celui du 5 ans du projet présidentiel et des politiques. Parce que l'avocat existe aussi par les projets de loi dont il est bombardé, qu'il doit manier et qui le structure également. Notre but, c'était porter une vision de la profession. Alors que faire ? Nous allions parler de l'avocat, nous allions parler entre nous allions écrire un énième catalogue, un énième livre blanc. Non. Il nous fallait sortir de nous, aller parler aux justiciables, Sophie, vous l'avez dit, aller parler à l'usager de la justice. Il nous fallait aller avec eux pour parler de quelque chose qui les intéresse. Est-ce que la justice intéresse ? Je vais vous faire une confidence. Pas tellement. Ça intéresse ceux qui y sont confrontés, mais ça n'intéresse pas en général. Par contre, on a réfléchi, et le passé donne parfois de bonnes idées. La Rochefoucauld disait « L'amour de la justice n'est au fond, dans le cœur des hommes, que la peur de souffrir de l'injustice. » Nous avions notre idée. Nous sommes partis de l'injustice pour parler de la justice. Et là, je vous fais rentrer dans les coulisses. C'était pour parler de l'avocat. Alors, parler entre nous, ça n'avait pas de sens. Il fallait véritablement propulser l'avocat dans ce débat politique qui était celui des élections présidentielles. Et nous allions faire parler de nous. Nous avons choisi de faire un diagnostic. D'abord, ce diagnostic, ça a été des temps de rencontres avec des think tanks politiques, l'Institut Montaigne, la Fondation Jean Jaurès, avec les organisations des collectivités locales, territoriales, nous en parlions tout à l'heure. C'était aller au-devant de ces acteurs de la justice que sont les régions, les maires, les départements. Vous parliez de décentralisation, de problématiques d'infusion territoriale. Nous sommes allés les chercher. Nous avons été aussi au cœur des acteurs de la société civile avec Fondation des femmes, Terre solidaire, le Secours catholique. Bref, nous avons rencontré les acteurs de la société civile, politique, économique. Nous avons également rencontré des syndicats, des organisations patronales et salariales. À partir de là, nous avions les ingrédients pour poser un diagnostic et nous en avons fait des propositions. Ces propositions, quelles sont-elles ? C'était toujours et encore
axée sur l'avocat. La première des propositions, et ça rejoint ce que vous avez tous dit là, et j'en parlais à l'instant, c'était la problématique de l'ancrage territorial, ou plus exactement de la diffusion territoriale. Il y a un besoin de droit dans le territoire qui doit être rempli, et le constat était là encore unanime, les avocats sont les premiers diffuseurs du droit. Il nous faut pouvoir infuser dans les territoires, dans les régions, au cœur de là où sont nos concitoyens. Et nous avons donc sollicité l'inscription, fait une proposition, c'est un véritable un diagnostic, un dispositif politique que nous avons porté, c'était d'inscrire une compétence spéciale en matière d'accès au droit pour les collectivités territoriales. La deuxième proposition, et là ça va vous parler, nous avons une proposition en matière économique et sociale, puisque nous avons fait un constat extrêmement fort. L'avocat est un outil évident de sécurisation juridique parce que le droit, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, le droit est un outil de sécurisation juridique. Le droit, nous en avons besoin pour nos entreprises. Louis, tu as parlé de la prolifération des normes, tu as parlé de l'entreprise créatrice de normes. Les entreprises ont besoin de nous. Il faut que le droit, l'accès au droit par l'avocat soit rempli. Et là, c'est une incitation fiscale que nous avons portée, c'est la valorisation du rôle de conseil de l'avocat. Troisième, enfin, point de proposition, c'était la proposition constitutionnelle, où là, nous avons sollicité rien de moins que l'inscription du recours à l'avocat dans la Constitution. C'est ambitieux. Mais pourquoi ? Parce que l'avocat, là aussi, un autre constat, est un acteur incontournable pour établir une explication, une pédagogie, une restauration dans la confiance envers les institutions, et tout le monde aura compris à quel point nous en avons besoin. C'était donc le diagnostic, les propositions que nous avons posées. Troisième point, nous avons été à la diffusion, et là nous avons écrit un livre, Parlons Injustice. Nous avons diffusé autour de ce livre, réalisé un événement en mars dernier, les 30 ans, autour des 30 ans du Conseil national des barreaux. Et nous avons également fait un véritable tour de France. Et nous avons été nombreux, et je remercie à cette occasion notamment Valérie Gier qui nous a accueillis à Lyon, puisque nous avons été dans toutes les régions, et nos présidents ACE de région, bientôt Bordeaux, sont toujours des accueillants extrêmement enthousiastes et porteurs de ce projet. Nous avons évidemment interpellé les politiques, enfin, sur ce sujet. L'objectif, c'était la valorisation du rôle de l'avocat, c'était propulser l'avocat au cœur des besoins économiques majeurs de notre profession et de la société, c'est faire que l'avocat ne soit pas un faiseur, mais qu'il soit un constructeur de projets, qu'il soit un pivot incontournable, essentiel, qu'il ne soit pas seulement un excellent technicien, mais qu'il soit un ingénieur, qu'il soit le créateur, qu'il soit le réalisateur des projets, que ce soit de nos justiciables qui ont besoin de quelqu'un qui les éclaire, qui les guide, qui les accompagne, quel que soit le choix, la stratégie qui sera posée, la médiation, le contentieux, et quelqu'un, un avocat, qui se posera aux côtés du chef d'entreprise, du politique, pour décrypter la loi et l'accompagner et le conseiller au mieux. Bref, c'est faire en sorte que l'avocat prenne toute sa place dans la place du droit. C'était l'ambition. Merci Sophie. Nous arrivons au terme de cette table ronde qui aurait duré bien plus longtemps si vous étiez revenu à l'heure. C'est ainsi. On me demande donc de rappeler parmi nous Nathalie, qu'on peut applaudir, que tous ceux qui aiment la CE connaissent. Chère Nathalie, la conclusion t'appartient, tiens. Ah non, je ne vais pas conclure. Moi, Tu conclus pas? Non, mais là, il y en a. Regarde. Hop. Ouais. Ça marche là? Non, ça marche pas. Non, non, mais attends. Ah, il est occupé, monsieur. Merci, au revoir. Il rétablit les courants d'eau Ouais, et de son. L'énergie revient. Bonjour à tous, mes amis. C'est tellement un bonheur d'être à chaque fois au Congrès. On se sent en famille.
Moi qui siège au CNB, je ne vous dis pas combien je suis heureuse de me ressourcer chez mes amis après avoir essuyé des coups en permanence dans cette institution dont je peux parler maintenant que notre président est parti. Mais je ne suis pas là pour ça. En fait, je suis là pour dire juste quelques mots pour la CE Paris, que j'ai l'honneur de présider aux côtés de mon ami Louis de Gauss, ici présent, et ma chère amie Caroline de Puységur. Et voilà, je vais terminer ce mandat à la fin de l'année pour passer la présidence à Caroline de Puységur. Et je voulais juste vous signaler, vous rappeler plutôt que nous allons avoir des élections au Conseil de l'Ordre en novembre, je crois, je ne connais pas les dates exactes, 29 novembre, 1er décembre, c'est ça Caroline? Et donc nous avons à la CE investi 2 binômes de très grande qualité et je veux vous les présenter car certains sont là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens ici et vraiment on a besoin des voix de chaque ACiste présent et on a besoin de vos relais de voix auprès de tous vos contacts. Et donc le premier binôme est composé, il n'y a pas d'ordre de priorité, de hiérarchie, hein, c'est juste dans la présentation. Donc le premier binôme est composé de 2 présidents de commission nationale. Je veux parler de Joëlle Montlouis, qui est coprésidente de la commission droit du sport, et de Samuel Sofanor, qui est coprésident de la commission égalité. Donc voilà, dommage qu'on n'ait pas prévu les photos de nos élus, de nos candidats. Deuxième binôme, tout aussi brillant, composé d'Amaury Sonnet, un très ancien ACiste, ancien secrétaire de la conférence du stage, et de Nathalie Schmelk. Je crois qu'elle est là, Nathalie. Si tu peux te présenter, voilà, big applaudissements à Nathalie. Viens à côté de moi, Nathalie, viens, viens. Donc Nathalie, qui se présentera à vous dans le cours de ce congrès. Et je voulais aussi attirer votre attention à tous, Parisiens et territoires, je reprends les éléments de langage du CNB, et territoires, pour que vous vous mobilisiez pour les élections qui auront lieu à la fin 2003 pour la recomposition du Conseil national des barreaux. Il est indispensable que nous puissions essayer d'avoir le même nombre d'élus. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes cette année, enfin sous cette mandature, le premier syndicat représentatif du Conseil national des barreaux, élection qui s'est déroulée sous la présidence de mon amie Delphine Gallin. Et sous le mandat d'Emmanuel Raskin, j'aimerais que nous ayons exactement le même nombre d'élus, voire mieux. Je compte beaucoup sur le Collège Province. Il faudrait quand même que vous sachiez qu'on a loupé un siège à 5 voix près. Je ne sais pas si vous imaginez, à 5 voix près, on avait un siège en plus. Donc, s'il vous plaît, mobilisez-vous, votez et faites voter autour de vous. C'est à cette condition que la CE pourra porter ses valeurs au sein de nos instances. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire évoluer notre profession. Voilà, merci à vous tous. Merci. Merci Nathalie. Bien, merci, merci à nos intervenants. Je voudrais... Qu'est-ce qui se passe encore? Mais qu'est-ce que vous voulez? Oulala, le 4 Oui, je trouve ça dingue d'ailleurs. Du 4 octobre au 5 novembre, hélas, on n'a pas le choix. On doit voter par courrier. Nous avons les élections de la CNBF. Fondamental que nous soyons tous mobilisés. Je me présente aussi d'ailleurs, Louis de Gauss également. Nous repiquons. Donc on compte sur vous, il faut voter et c'est par courrier. Merci Nathalie. Bien. Bon, c'est ce qui fait le charme de vos rencontres, c'est qu'elles sont planifiées au départ, minutées, et que petit à petit, plus on avance dans le bonheur des retrouvailles, plus ça devient un peu bordélique, mais après tout. Je vous demande de faire un triomphe à nos intervenants et je vais les nommer un par un. Il y a Louis de Gauss et son carnet de tendance.
Il y a Isabelle Gors et sa Bob Culture. Il y a Fabrice vers le futur. Il y a Gilles à commando avec des stages obligatoires ou optionnels. Bon courage. Il y a Sophie Lapizardi en français dans le texte avec son empathie et ses soft skills. Et il y a Sophie Ferry qui nous parle du futur et nous concerne grâce aux injustices. Un mot sur le cocktail déjeunatoire. Il dure de 13h à 14h, donc je traduis en langage ACE de 13h15 à 14h30, malheureusement. Essayez quand même de rester dans la version initiale du français, c'est-à-dire 14h. Ensuite, vous avez des ateliers session 1, de 14h à 16h. Ensuite, vous avez la pause ACE, syndicale. Ensuite, vous avez 16h30, 18h30, atelier session. À partir de 20h, soirée ACE. Alors le thème est ACE-JA, dont le thème est cap ou pas cap. Je ne sais pas ce que ça sous-entend, mais en tout cas, il faut en être, parce que si tu n'es pas à la soirée cap ou pas cap de l'ACE-JA, ben t'as raté ta vie. Voilà. Bon, moi je vous retrouve demain pour les Piénias, mais je vais vous accompagner toute la journée pour voir si tout se passe bien. Et merci encore une fois à nos intervenants et à vous de votre attention.